avec Pape Djibril Fall, Monsieur Mohamedou Barro, membre du HCCT. C'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Diop. Il est journaliste, il est également le fondateur du réseau des journalistes pour l'information religieuse au Sénégal. Bonsoir, M. Barro, merci d'être là. Merci et bonsoir à vous, bonsoir à vos téléspectateurs. On s'arrête sur cette vague de contestation au niveau mondial sur les représentations, ou plutôt contre les représentations faites sur le prophète Mohammed. On a vu derrière tout le monde musulman se mobiliser. Au Sénégal, le pays n'est pas en reste. Il y a eu des religieux, des organisations, la société civile, tout le monde était dehors. Comment appréciez-vous aujourd'hui ce mouvement ou cet élan au niveau mondial de cette contestation? Je pense que la lecture, elle est unique. Le Sénégal ne peut pas être en reste dans cette dynamique de mobilisation contre les caricatures. Et vous savez aussi que les caricatures, cette fois-ci, ou ces dernières années, se sont focalisées sur l'islam et sur le prophète, contrairement à une quinzaine ou à une vingtaine d'années, où l'Église a eu à subir aussi les foudres de ces caricaturistes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ampleur des caricatures, souvent contre l'islam, peut se comprendre dans la mesure où la représentation du prophète, surtout dans la religion, sur le plan déjà de la jurisprudence islamique, elle est interdite. Donc si des journalistes occidentaux se s'illustrent dans cette pratique contre l'islam et développent l'islamophobie à travers leur caricature, qui n'est plus un art journalistique, mais qui devient en tout cas une source de provocation contre l'islam et les musulmans, le Sénégal ne pouvait qu'avoir cette posture. Et je suis heureux d'ailleurs de constater que la mobilisation au Sénégal a été l'une des plus grandes mobilisations au niveau mondial. Mais on a vu qu'aujourd'hui, une autre sortie du président Macron conforte les journalistes français ou des médias européens. Parce qu'il dit qu'aujourd'hui, la France ne va pas changer son droit de la liberté d'expression, même si cela choque ailleurs. Donc, quelque part, peut-être que cela peut encore susciter une prise de conscience, quelque part, dans les pays musulmans, mais chez les médias occidentaux, cela leur conforte dans leur position. Moi j'aborde la question de deux manières. J'ai deux lectures sur cet entêtement du président français. Il est dans une posture qu'on peut comprendre si nous analysons un peu le contexte français et qui est aussi un contexte politique particulier. Il a été élu en 2007, il se prépare à une élection où il veut... 2017. Oui. Il veut en tout cas satisfaire certaines voix, notamment les républicains. En tout cas, on le considère comme quelqu'un qui est à gauche, mais beaucoup plus à droite dans la gauche. Il veut satisfaire un électorat. Il veut pousser les Français, ou en tout cas certaines franges, à se mobiliser pour le considérer lui comme le défenseur, le principal défenseur de la République. Là, forcément, il peut s'engouffrer dans la brèche de la manipulation, du sensationnel, pour faire plaisir pour un électorat qui est particulier. Et à côté maintenant de cela, l'islam est la deuxième religion en France. Nous considérons, en tout cas certains esprits éclairés et des intellectuels français, d'ailleurs l'ont dit, Jules Kepel l'a analysé de cette manière, d'autres aussi l'ont fait. Les musulmans ne doivent pas tomber dans ce piège qui les amène à avoir des postures réactionnaires, en tout cas en oubliant l'enjeu de la problématique, l'enjeu de la question, en utilisant la violence. Heureusement, au Sénégal et partout dans le monde musulman, les gens n'ont fait que manifester leur colère. Et en tout cas, les artistes aussi, il faut le saluer. Plus souvent, c'est ce que l'on voit. On voit derrière les médias, quand ils communiquent sur l'islam, qu'on essaie un peu de faire un parallélisme avec l'islamisme radical. Quelque part, certains s'embrouillent. Est-ce que c'est la même chose? Y a-t-il une différenciation? Il y a derrière des gens qui sont hostiles à la religion musulmane, alors que l'islam, comme le président Macky Sall l'a souligné lors du Forum de la paix, est une religion de paix et de tolérance. C'est là où je salue la posture des médias africains et des pays musulmans d'ailleurs, qui ont amplifié le discours du président Macky Sall, parce qu'il y a un discours de recentrage,
qui ramène les Occidentaux et les Américains à ce qui est plus fondamental, la construction de consensus. Maintenant, on ne peut pas tomber dans le piège, comme je l'ai dit, de la manipulation. Je salue aussi l'engagement de nos artistes. Aujourd'hui, quelqu'un comme Youssou N'Dour au Maroc, les plus grands artistes africains et dans les pays musulmans se sont levés parce qu'ils ont compris que le combat n'est pas uniquement une question politique, mais l'engagement des hommes de culture et des hommes de médias pour restaurer les valeurs et éviter que les musulmans tombent dans leur piège. Cela aussi, pour moi, doit être déterminant. Alors, l'une des solutions préconisées par un certain nombre de pays musulmans, c'est le boycott des produits français. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait répondre à la hauteur de l'affront? Mais là aussi, moi, en tant que militant et en tant que, en tout cas, membre de ce mouvement, en tout cas citoyen et islamique, je considère que le boycott ne doit pas être décrété. Parce que tout le monde sait que le boycott est un instrument de lutte, mais qui doit être bien pensé, en tout cas préparé. Malheureusement, dans nos pays, il y a d'autres formes de lutte qui sont plus efficaces. Parce que culturellement, on n'est pas dans certaines formes de lutte. On n'a pas l'habitude, en tout cas, de flirter avec certaines formes de lutte comme le boycott. Le boycott, dans certains pays, c'est une pratique normale et efficace. Parce que d'abord, dans un pays où on ne peut pas cerner ce qui est produit français, sénégalais, allemand ou américain, il est difficile d'enrôler les populations vers le boycott. Et malheureusement, souvent, c'est le combat animé par certains populistes parmi nous, des réactionnaires, qui peuvent engager, en tout cas les gens, dans une forme de lutte qui, au finish, ne pourrait jamais être efficace. Justement, c'est cette forme de lutte que vous qualifiez de populiste qui a poussé le président de la République française à faire sa déclaration au niveau de Al Jazeera. Donc, est-ce que c'est pas efficace, c'est pas plus efficace qu'une marche? Bon, dans certains pays, le boycott peut être efficace, parce que c'est des pays qui peuvent en une semaine montrer aux Français que effectivement nous pouvons se lever et faire mal à travers le boycott. Mais ici même, vous-même vous le constatez, c'est quelque chose qui n'est pas encore facile. Il y a d'autres formes de lutte. Vous avez constaté que même pour engager les populations vers une manifestation de cette ampleur, il a fallu prendre 2 semaines pour mobiliser. Alors que dans d'autres pays, c'est pratiquement le lendemain qu'il y a des forme de manifestation grandiose pour contester. Alors le président Macron affirme, persiste, que la France ne renoncera pas du tout à la caricature. Bon, ça aussi, il faut le comprendre. Quand vous analysez ce qu'il dit dans un contexte particulier, c'est normal, parce que c'est une forme de culture qu'ils ont pu développer contre d'autres religions. Mais là, c'est particulier parce qu'ils le font contre l'islam. Mais là, ce genre de discours ne pourrait jamais prospérer si nous continuons à pousser le genre de discours que le président Macky Sall a fait. Et si nos artistes, comme on l'a fait, Youssou N'Dour l'a fait, d'autres le feront, si nous nous engageons et si nous ne nous mettons pas dans une posture politicienne aussi, parce que là aussi, il faut le comprendre, certains en profitent pour tirer soit sur Macky ou pour le défendre, pour tirer sur des artistes ou pour les défendre. Non, ce n'est pas le moment. Le moment, c'est de se mettre autour de la table, comprendre qu'ils le font dans leur contexte qui est particulier, ils peuvent se le permettre, mais ils peuvent aussi comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à s'attaquer à une religion qui interdit la représentation de leur prophète. Mais malheureusement, ils le font pour pousser les musulmans vers la provocation, les pousser à sortir, les pousser à faire du mal, pour demain justifier leur intervention dans certains pays. On l'a vu en Libye et ailleurs. Le Moyen-Orient, les pays arabes de manière générale, quand on les entend, on sait qu'ils sont mobilisés et font un seul bloc. Quelque part, le discours est le même. En Afrique, peut-être qu'il y a des voix, mais elles sont éparpillées. Est-ce que quelque part, nos pays ne craignent pas le revers que cela peut causer sur le plan diplomatique? Non, je pense que ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une différence dans les formes de contestation, dans les formes d'organisation politique et citoyenne. Vous voyez, c'est différent. Le Sénégalais ou le Malien n'a pas le même tempérament. On n'a pas les mêmes tonalités face à une épreuve. Et ce qui est d'ailleurs positif, parce que dans nos pays, nous avons souvent le temps de recul, de réfléchir pour comprendre ce qui se passe et pour avoir une réaction qui n'est pas disproportionnée. Ça aussi, c'est important. Mais vous le verrez dans certains pays arabes, il peut y avoir des dérives ou même des cas de mort
l'islam pourrait même être victime, comme le président Macky Sall l'a si bien dit. Parce que souvent, les musulmans qui considèrent ces attaques comme une provocation ont souvent des réactions, souvent négatives. Ils peuvent même aller tuer d'autres personnes, aller s'attaquer à des églises. Ce n'est pas de la provocation? C'est de la pure provocation, je l'ai dit, et c'est pour des raisons politiques. Quand Macron alimente ce discours, et vous verrez que Sarkozy, avant Macron, avait alimenté le discours, et c'est la même rengaine. C'est l'immigration clandestine, le discours sur l'islamophobie qui mobilise certains Français pour le vote. Et ça a été véritablement malheureux pour le dire comme ça, faire ce genre de manipulation pour uniquement tirer les dividendes politiques, ça pourrait être en tout cas catastrophe pour le monde. Comment faire aujourd'hui pour que la presse ne se sente pas manipulée à travers ce genre de situation, que des responsables ou en tout cas des politiques ne tirent pas cette histoire comme une faveur ou quelque part un moment qui leur permette de pouvoir tirer la couverture de leur côté? Ça va être difficile pour eux. Chez nous, moi je le dis, souvent on a l'habitude de nous considérer comme des Africains qui sont derrière, mais nos médias sont encore beaucoup plus indépendants, font le recul pour analyser les choses et pour se déterminer. Mais malheureusement, les médias occidentaux américains ne sont pas dans cette posture. Aujourd'hui, la question de l'indépendance de ces médias pose problème en Europe. Parce que tout simplement, ce sont des médias qui sont affiliés à des doctrines, qui alimentent en tout cas une idéologie, qui suivent le tempo des présidents de la République. Malheureusement, eux-mêmes, les médias occidentaux, tombent dans le piège des politiques et souvent dans les guerres qui sont alimentées. Et dans cette manipulation, ce sont les médias eux-mêmes qui sont à la base, qui sont la source de cette manipulation et de cette provocation contre les musulmans et contre l'islam. Derrière, il y a l'immigration clandestine, vous le disiez tout à l'heure. Nous avons également nos religieux qui ont fait des discours, notamment le khalife général des Mourides et celui de Medina Baye, pour interpeller la population, en tout cas celle qui est plus concernée dans ce cas de figure, pour les inciter à rester au pays. Quel est aujourd'hui le message qu'il faudrait décrypter derrière et comment faire pour que le traitement puisse être perceptible pour la cible? Puisque quelque part, chaque jour, on relaie les informations dont nous recevons, mais on a l'impression que cela n'est pas compréhensible. Je salue d'abord la réaction des hommes religieux qui peut être analysée d'ailleurs de deux manières. La première, c'est de leur devoir aussi de participer à la communication, à la sensibilisation. Mais si nous l'analysons d'une autre façon, c'est de voir aussi qu'effectivement, ils sont même contraints de le faire. Parce que quand le pays est confronté à ce genre de situation, ce n'est pas uniquement l'État du Sénégal, ou en tout cas les populations qui doivent réagir. Et ce n'est pas d'ailleurs la première réaction des marabouts. Ils ont eu souvent le temps, parce qu'ils n'ont pas le même tempo, ils ne sont pas dans le même temps que les activistes, ou en tout cas ceux qui sont dans la rue pour contester. Ils prennent le recul, ils analysent la situation, et ils parlent à leurs talibés, ils parlent aux Sénégalais, parce que leur discours peut non seulement porter, mais peut amener aussi les jeunes à se ressaisir et à comprendre les enjeux. Et des fois, ils ne se limitent même pas à cela, ils les invitent. Il invite l'État du Sénégal à accentuer les projets de développement, à investir dans l'agriculture, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de dire aux jeunes restez, mais il s'agit aussi d'accentuer ce travail-là qui va les fixer, n'est-ce pas, dans les territoires. Et les chiffres avancés par rapport au nombre de morts sur les bateaux qui ont été enregistrés, en tout cas du côté de l'Espagne, la Croix-Rouge qui avance des chiffres. On a quelque part, quelques jours en arrière, eu le ministre Abdoulatif Coulibaly faire une sortie pour démentir le nombre de morts avancés par la presse. Finalement, qui croit? Ça dit qu'en fait, c'est deux institutions ou deux organisations qui n'ont pas le même rythme et les mêmes modes de fonctionnement. Une ONG, c'est une association qui constate des faits, qui transporte des blessés et qui peut faire le point, qui n'est pas en tout cas astreint ou contraint à certaines logiques. Alors qu'un État, avant de déclarer en tout cas un nombre, vous savez, si nous faisons le recul en 2002 avec le bateau Le Joola, il a fallu
que tout le monde y travaille. Les médias avaient leurs chiffres, l'État du Sénégal, jusqu'à un point où déjà il était clair que ceux-là, ce sont des Sénégalais, parce que dans le lot des bateaux ou des pirogues qui partent, il y a des Africains, donc des Sénégalais, des Guinéens et d'autres nationalités. Il y a ceux qui sont morts, ceux qui disparaissent. Pour faire le point et faire l'état des lieux, je pense, il y a un temps à cela. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre la posture, les déclarations de l'État du Sénégal. On n'a pas les qui est mêmes logique. moyens. On n'a ça. pas les mêmes moyens. Et quelque part, quand on a des ONG reconnues au niveau mondial qui publient des chiffres, il est essentiel ou en tout cas normal que certains journalistes ou des journalistes s'arrêtent là-dessus parce que la crédibilité, notamment de l'information qui est transmise, ne fait pas de doute. C'est ça, mais j'ai bien aimé la réaction des médias sénégalais qui ont certes les sources des ONG, mais qui tamisent un peu, et qui essaient de comprendre, qui vérifient, qui font des recoupements. Ce n'est pas toujours facile parce que c'est des choses qui se passent en mer, mais j'ai beaucoup aimé la réaction des médias sénégalais et africains qui ne prennent pas ces sources-là comme lettres à la poste. Donc cela aussi est important. Comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui l'attitude de l'État face à ce fléau qui prend des proportions très inquiétantes? Vous êtes de la Petite Côte, vous êtes de Mbour. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous appréciez la posture de l'État du Sénégal? Moi, je pense que l'État du Sénégal est dans une posture qu'il faut encourager et en tout cas appuyer. Parce que pourquoi je le dis, c'est des phénomènes qui sont complexes. J'ai bien aimé l'analyse des hommes de la sécurité, de la police, des forces de défense qui ont compris que, en tout cas, la recrudescence de ce phénomène ces 2 derniers mois peut se justifier parce qu'il y a des faits réels qui se passent devant nous. À cause de la Covid, certaines frontières terrestres ont été fermées et les jeunes se sont rués vers la mer parce que c'était la seule issue pour aller vers l'Espagne ou en Europe. Donc, ça se comprend. Si nous analysons le phénomène par rapport à la situation économique, vous verrez que hier on a rencontré des artisans à Mbour à travers une initiative qu'a prise en tout cas le directeur général de l'APDA. Les artisans ont compris, eux-mêmes dans la salle avaient des membres qui sont partis, mais quelqu'un peut te dire que j'ai vendu mes biens à 2 millions et je suis parti. Ils reviennent à 0 francs. Alors qu'avec 500 000 francs, certains ont pu payer... Qu'est-ce que l'État dit aujourd'hui à ces jeunes? Mais l'État ne fait pas que dire. L'État agit parce qu'aujourd'hui, je vous parle, on a... Malgré les actions, les gens partent. Mais c'est nombre important. Mais là aussi, il ne faut pas être... Pour moi, on ne peut pas rentrer dans un discours populiste. Il faut voir que même ailleurs dans les pays développés, là, l'immigration et le phénomène de migration, c'est des phénomènes qui sont normaux, il faut le dire. Maintenant, ce que nous voulons... Pas de cette manière quand même. Oui, ce qu'il faut dire maintenant, c'est de ne pas encourager cette forme. Et même on nous taxe d'avoir une jeunesse qui ne part qu'à l'Europe ou qui ne voit que l'Amérique. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, en Afrique, le phénomène d'immigration est plus développé en Afrique, à l'intérieur de nos pays. Il y a au Sénégal... Donc vous pensez que ce phénomène il est normal? Vous pensez qu'il n'y a pas de dysfonctionnement quelque part, que les gens partent de cette manière? Non, le fait de prendre des pirogues, je dis, oui, qui est contestable, qu'il ne faut pas encourager. Mais la migration est un phénomène normal. Oui, naturellement. Un Sénégalais doit nécessairement quitter l'Europe, le Sénégal, aller en Guinée, en Côte d'Ivoire ou en France. Il n'y a rien de plus normal. Et moi, quand j'analyse le discours du président, je l'apprécie d'une autre manière. Parce qu'en plus de cela, il insiste et attire l'attention des plus grandes puissances sur ce que doit être le rôle de l'Afrique au sein des Nations Unies. Parce que ça aussi, c'est l'enjeu du combat. Si nous ne sommes pas présents dans ces tribunes, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire le plaidoyer ou le lobbying qu'il faut, parce que aussi nos États fonctionnent en termes de rapport de force. Il y a des États en Afrique qui s'en sortent et qui n'ont pas besoin justement de cette tribune des Nations Unies pour faire un quelconque plaidoyer. Est-ce qu'aujourd'hui le débat ne devrait pas être dans ce vaste chantier de l'industrialisation de certains pays africains? Ils s'en sortent comment? On est obligé, c'est des choses qui... Pourquoi forcément la tribune des Nations Unies? Je ne vois pas le lien. Non, c'est des choses qui vont en pair. Un État qui s'engage dans le développement, en initiant des projets, en renforçant la DER à coups de milliards. L'industrialisation, M. Barrow. Mais ça aussi, oui, nous le constatons aujourd'hui. Oui, l'industrie au Sénégal. Mais le constat, il est réel. Vous le partagez avec les autorités du Sénégal, qui ont considéré qu'effectivement, depuis les indépendances, on a péché dans ce domaine-là. On ne transforme pas ce que nous produisions et
le phénomène de l'importation tue notre économie. Il faut renforcer cela et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui des politiques sont visibles à travers le PAP 2 et certaines en tout cas dynamiques qui doivent être renforcées pour que l'œil soit mis sur cela et que l'intérêt, le focus soit mis sur l'industrialisation qui puisse fixer nos populations et nos jeunes dans nos terroirs et dans nos territoires. Vous êtes membre du HCCT. Que propose votre institution pour lutter contre ce phénomène? L'institution aujourd'hui a 11 commissions et l'une des commissions porte sur la sécurité, genre et migration. Nous avons produit beaucoup d'avis dans ce sens et vous verrez bientôt que, en tout cas, certaines propositions qui sont stratégiques vont être en tout cas appliquées et le président de la République est très sensible à ce que nous faisons et ce que d'autres institutions aussi font. Mais aujourd'hui, l'ADER a produit des effets très positifs. Nous considérons que ces genres de structures doivent être renforcés. Aujourd'hui, les projets qui peuvent fixer les jeunes doivent être renforcés et aussi l'armement moral de nos jeunes, aussi l'éducation. Parce que le phénomène de ce phénomène-là constaté ne doit pas être uniquement analysé sous l'angle de l'économie. Quand nos populations ne sont pas éduquées, quand ils ne comprennent pas ce qui les attend de l'autre côté, quand ils sont dans le mirage, on leur montre qu'en Europe, il n'y a que du bien, il n'y a que du propre, il n'y a que du luxe. Ce n'est pas la réalité. Depuis votre existence, qu'est-ce que votre valeur ajoutée par rapport à la prise en charge de ce fléau? Quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée du Haut Conseil des collectivités territoriales? Mais écoutez, parce qu'il y en a qui demandent votre dissolution. Hein. Ah oui, mais ce qui est normal d'ailleurs. On est dans un pays démocratique. Mais on n'a pas cette mission-là n'est pas dévolue uniquement au Haut Conseil. Le Haut Conseil est une institution qui participe, qui propose. Où est votre contribution aujourd'hui? Mais la proposition elle est réelle. On a dans ce domaine déjà, je vous ai dit, il y a une commission dédiée et actuellement on est en session et particulièrement sur la problématique. Êtes-vous audible? Et on a des membres. Non, on est une institution en fait. Êtes-vous audible? Est-ce qu'on vous écoute? Non, on est une institution en fait. On n'est pas dans une posture comme le feraient les médias ou en tout cas des syndicats qui font le tintamarre pour être entendus. Nous sommes dans une réflexion dynamique et le président reçoit souvent avec, en tout cas, plaisir ce que nous faisons comme avis et recommandations et cela commence à être appliqué sur le terrain. Merci beaucoup Mohamedou Barrow, membre du HCCT. Il est également le fondateur du réseau des journalistes pour l'information religieuse au Sénégal. Mais avant de clôturer, Pape Djibril, j'aimerais juste partager l'information que je viens d'avoir. C'est Chérif Dia qui nous l'envoie de la part de Maître Abdoulaye Wade qui écrit sur sa page Facebook, je cite, « Après l'annonce de mon décès sur le site internet de RFI à la suite d'une erreur informatique, je tiens à rassurer que je suis en pleine forme. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie de son vivant. J'en profite pour rappeler à quel point il est important de vérifier ses sources avant de partager une information avec une photo bien entendu de Maître Abdoulaye Wade, certainement au bord de la plage pour profiter de ces vieux jours. Merci beaucoup. Longue vie à lui. À toutes les personnes qui ont été citées, bien entendu, sur la page de RFI. Un bug qui a malencontreusement fait que beaucoup aujourd'hui, j'y arrive, se sont sentis interpellés par ce qui est arrivé, notamment les journalistes. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure.